Je vais commencer déjà par rappeler le fait que l'un des plus importants aspects de tout traitement, d'abord de situer les limites du cas. Et puis, on va exposer ces problèmes ou disons ces difficultés ou ces obstacles à notre patient et puis lui présenter les différentes éventualités thérapeutiques et même en termes disons juridiques ou si vous voulez médico-légal, on est dans cette obligation de lui offrir toutes les options de traitement. Pour ce faire, donc en faisant abstraction, je l'ai toujours dit, en faisant abstraction de la séance de l'examen clinique et puis de la séance de réévaluation, la dernière, ou de contrôle, nous allons mener un examen clinique qui, à partir de là, va me guider dans ma démarche thérapeutique. Et puis, en parlant de démarche thérapeutique, je ne vais pas vous apporter grand-chose tout en rappelant les 6 séances en moyenne, allant de l'empreinte primaire jusqu'à la mise en bouche, et puis la séance de l'empreinte secondaire qui pourrait se scinder sur 2 séances. On verra selon la difficulté. Donc là, de l'examen clinique à l'empreinte primaire, à l'empreinte secondaire, qui pourrait être notamment maxillaire ou mandibulaire, et au passage, on pourrait être confronté à une situation où l'on peut indiquer une empreinte piézographique. Et vous allez voir que par difficulté, à chaque fois, je vais essayer de présenter une difficulté, donner la solution pour justement aboutir à une finalité qui est la réhabilitation de l'édentation complète. Donc, en parlant d'empreinte piézographique, là, ce que vous voyez, c'est une crête de classe 3, donc on part de son indication. On va entamer une prise d'empreinte, évidemment, à l'alginate, une empreinte basique, et puis on va essayer de façonner un fil métallique, celui, entre guillemets, que vous utilisez si jamais vous êtes à défaut d'un fil de plomb. Donc, vous allez utiliser le fil genre qu'on utilise pour les prothèses partielles. Ce fil-là, il va être façonné selon l'arcade, selon le moulage qu'on a obtenu à travers l'empreinte primaire à l'alginate, et puis sa stabilité, il va être par la suite vérifiée en bouche. Pourquoi? D'ailleurs, ces empreintes, on les qualifie d'empreintes sans porte-empreinte. Là, vous allez me dire, on aurait pu se contenter de l'empreinte à l'alginate, alors que c'est pas le cas, parce que dans le cas de crête résorbée et en absence de support ostéomuqueux, toute surextension, ce n'est pas extension, toute surextension, elle sera déstabilisatrice. Donc, aller au-delà de la surface d'appui. Au contraire, on va respecter la surface d'appui. Et donc, le matériau qui va être utilisé, c'est le polysulfure, et on va essayer de le façonner centimètre par centimètre. Là, il faut préparer le patient. On va préparer notre patient. Donc, je dois lui expliquer la démarche à faire. Surtout que, l'engagement, 7 rendez-vous, 8 à 9 séances. Avec la séance de l'empreinte piézographique qui peut durer plus ou moins 1 heure. Donc, déjà, je fais impliquer mon patient. Et puis, par la suite, je vais manipuler le polysulfure segment par segment. À chaque fois, je vous avoue que la première empreinte, elle ne ressemble à rien. Et là, c'est le patient qui est en train de modeler de façon physiologique. Je vais essayer de survoler parce qu'on a plusieurs situations à étudier ensemble. Donc, le patient, je vais plus ou moins pousser une discussion de façon donc de façon à ce que le matériau il va être modelé en bouche. Et rappelez-vous lors de la diapo précédente, on avait dit que je vais vérifier la stabilité du fil. Donc l'empreinte, c'est une empreinte physiologique que je manipule pas avec les mains. C'est le patient en quelque sorte qui va me fournir une empreinte qui, à prime abord, plus ou moins ne ressemble à rien, que je vais compléter par la suite par un surfaçage et là, apprécier donc la partie sublinguale, le fond du vestibule, c'est tout ce dont j'ai besoin pour avoir une empreinte stable. Jusque-là, c'est une empreinte piézographique primaire. Par la suite, je vais avoir mon PEI et je vais adopter la technique de Buchmann, notamment pour enregistrer la frange sublinguale et puis les 2 éminences piriformes tout simplement. C'est des tissus compressifs que je dois respecter et un tissu
compressif ou glandulaire, ça risque d'effectuer l'effet répulsif de la prothèse. Donc, c'est pour cela que je dois le respecter. Et puis, par la suite, je vais avoir mon moulage secondaire. Donc là, ce que vous voyez en blanc, c'est le moulage issu d'une empreinte à l'alginate classique. Le second, c'est le moulage primaire issu d'une empreinte piézographique. Et là, le troisième en bas, c'est un moulage issu d'une empreinte secondaire. Et par la suite, je peux continuer mon traitement comme à l'accoutumée. Donc là, un premier exemple concernant l'absence du support ostéomuqueux et une empreinte piézographique. La seconde situation, je suppose au quotidien, mais pas mal de fois, ce qu'on appelle un tissu hyperplasique. La finalité, on est d'accord, on va concevoir à nos patients une prothèse maxillaire, bimaxillaire, amovible au tout début. On verra par la suite, on évoluera ensemble lors de cette présentation. Et donc là, mon souci, c'est pas la décision en elle-même. Le souci, c'est de se focaliser sur l'intégration de la prothèse que je vais reprendre. Là, je vais chercher l'étiologie et je me retrouve avec ce qu'on appelle une ancienne prothèse avec un verrouillage antérieur de l'occlusion, plus ou moins une inversée d'articulé du côté droit au niveau du secteur molaire. Et donc là, je suis dans l'obligation de vérifier aussi l'orientation du plan d'occlusion et entre guillemets, de conditionner une nouvelle position occlusale à mon patient. Je vais faire du conditionnement occlusal tout en faisant usage de mon ancienne prothèse. Encore une fois, c'est quelque chose que je dois expliquer à mon patient. Là, je vais chercher les rapports d'occlusion corrects et ce qu'on appelle, c'est l'articulé de Tinch, 2 épaisseurs de cire de chaque côté, je réenregistre. Je vais caler des 2 côtés, recentrer, rajouter de la résine autopolymérisable parce que ces modifications-là, il se peut que si je n'explique pas au patient ce que je vais faire, ça peut être une raison de refus du traitement et donc un échec de l'acceptation de la nouvelle conception prothétique. Donc là, on va conditionner et puis on va justement par la suite reporter le tout en bouche et remarquer que j'ai aussi conditionné au niveau tissulaire, non pas parce que j'ai seulement cette lésion, mais le conditionnement tissulaire, il permet déjà de réduire cette hyperémie, mais aussi de stabiliser et de réduire, sinon annuler, les microfrottements causés par une prothèse instable. Et donc là, j'ai corrigé à la fois au niveau tissulaire et au niveau occlusal. En avançant dans le traitement, je ne vais pas me contenter de cette étape-là, c'est tout. Donc, j'ai mis le patient, j'ai fait mon diagnostic, je fais mon conditionnement occlusal et tissulaire. En parallèle, bien évidemment, j'avance dans mon traitement. La séance de l'empreinte secondaire, on a pas mal de choix à adopter. C'est soit une empreinte secondaire sous pression occlusale, ce que vous voyez là. Donc, sous pression occlusale, ça sous-entend plan d'occlusion correct, dimension verticale d'occlusion correcte, que j'ai corrigé et j'ai rompu avec les anciens réflexes occlusaux à travers le conditionnement occlusal, et puis un calage en DV-RC par le bourrelet inférieur. Donc le stade mabine l'ajustage au joint périphérique, mes bourrelets d'occlusion ne font plus office d'un bourrelet de préhension, mais plutôt d'un bourrelet d'occlusion correct. D'accord? De quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'un calage, d'un centrage, et puis la partie antérieure, c'est là où j'ai l'hyperplasie. Donc, je vais évider en regard, je réalise des perforations, et puis je fais mon surfaçage et j'adopte la technique de l'empreinte secondaire sous pression occlusale. À ce stade, dans cette situation-là, ça pourrait me suffire comme décision. Pourquoi? Parce que j'ai plutôt une hyperémie ou une hyperplasie naissante. C'est que j'ai pas encore perdu la tâche avec l'os sous-jacent. En parlant d'empreinte secondaire sous pression occlusale, une autre situation pourrait se présenter à nous. On peut adopter, donc si vous avez remarqué dans la diapo précédente, c'est une empreinte secondaire sous pression occlusale, en un seul temps, un seul matériau. Ça pourrait être une empreinte secondaire sous pression occlusale, en 2 temps, double mélange. Comment on va procéder? La première étape,
c'est un ajustage. Bourrelet d'occlusion, plan d'occlusion DVRC. Ensuite, on va réaliser le joint périphérique, une empreinte proprement dite au maxillaire, et puis je vais localiser la zone à décharger. Ce sont en fait des cas dissociés, hein, mais pour le même principe de l'hyperplasie, et à chaque fois on va essayer de voir un obstacle ensemble. Donc je vais localiser ou délimiter la zone hyperplasique à traiter, et puis je vais carrément ouvrir une fenêtre. Tant que j'ai mes bourrelets d'occlusion qui sont intacts, donc ça va être au cas par cas. Là, je ne vais pas sacrifier mes bourrelets, et puis je vais ajouter la basse viscosité pour avoir à ce qu'on appelle une empreinte en double mélange en 2 temps sous pression occlusale. Pourquoi toute cette panoplie? Parce que dans le cas où je respecte pas la surface d'appui, je crée moi-même ce qu'on appelle un tissu hyperplasique sans se rendre compte. Encore une difficulté qu'on pourrait rencontrer, donc là, on a vu le volet des hyperplasies, on va les solutionner lors des séances des empreintes secondaires. On peut être confronté, d'un autre côté, à une absence de support. Et en parlant d'absence de support, là, remarquez avec moi l'étendue du ligament ptérygomaxillaire et puis l'absence des tubérosités. Donc, je dois trouver une solution. Là, comment on va procéder? Toujours commencer par votre empreinte primaire à l'alginate, tout comme toute autre réhabilitation prothétique. Ensuite, je vais délimiter la partie médiane ou ce qu'on appelle la jonction vélo-palatine ou mon passe-dame pour que par la suite, je puisse... D'ailleurs, ça a fait l'objet d'une publication en 2016, je pense, pour que par la suite, je puisse aborder mon empreinte secondaire tout en respectant l'étendue dans le plan sagittal. Si vous remarquez là l'étendue du plan dans le sens sagittal du ligament ptérygomaxillaire, ce qui donne une aisance à la base d'être stable aussi bien en statique comme en dynamique. Donc, c'est pratiquement, je ne vais pas vous dire prendre 3 mm, un demi ou un tiers du ligament. Donc là, ça reste à vérifier en bouche à chaque fois à l'ouverture maximale et à la fermeture. Dès que ça se déstabilise, je vais évider en regard du ligament et je revérifie encore une fois. Et par la suite, on a eu une prothèse stable et qui respecte les données anatomiques du patient. Autre obstacle auquel on pourrait être confronté, c'est les tories mandibulaires. Là, c'est une situation clinique réelle où le patient se présente pour une réhabilitation prothétique conventionnelle. Donc, la négociation Wim Bechtsir, Emma fait l'étendue de la base. Là, je n'ai pas je n'ai pas le luxe de négocier parce qu'ils sont pratiquement les tories assommés de la crête. Et puis, une prothèse, elle doit être stable et fonctionnelle, sinon elle perd son objectif. Donc, toujours commencer par vos empreintes et puis, jusqu'au stade de la réalisation de l'empreinte secondaire. C'est un autre sujet, les contre-dépouilles, donc on va opter pour le joint périphérique pour aller au-delà des contre-dépouilles causées par les tories. Donc, on va justement réaliser le joint périphérique par le silicone lourd et puis opter pour la réalisation du moulage secondaire. Et ce n'est que lors de la finition et avant le passage à la polymérisation qu'on va simuler la chirurgie. Ça saute aux yeux que c'est une situation où l'on a l'indication de la chirurgie prothétique. Donc, par la suite, on va réaliser la chirurgie prothétique d'exérèse des tories mandibulaires. Le tout sera guidé par un guide chirurgical duplicata de la prothèse polymérisée qui a été réalisé sur le moulage modifié. Et puis, pour qu'au final, on ait une prothèse polymérisée conventionnelle que le patient peut porter avec aisance aussi bien et assurer ses fonctions comme à l'ordinaire. En parlant d'hyperplasie, donc, je vais essayer de faire vite. Donc, on a un patient qui consulte, c'est un instituteur, et qui consulte tout simplement parce qu'il a remarqué un affaissement de l'étage inférieur. C'est une esthétique, tout simplement. Et c'est un grand tabagique
À l'examen clinique, donc en intrabuccal, on a remarqué ce que vous voyez, une prothèse en inversé d'articulé, en latérodéviation, avec hyperplasie au niveau du fond, que le patient mahouche conscient, parce que le souci de l'hyperplasie, c'est qu'elle évolue en silence. Et la ulcération, c'est ce qui amène les patients à consulter. Donc là, vous allez me dire que je vais mettre cette prothèse de côté et j'entame mon traitement, on arme de la chirurgie. Sauf que cette zone-là, elle est très labile et quand il n'y a pas un guide prothétique qui va préserver l'intervention chirurgicale à ce site, donc toujours il y a une récidive et on risque de faire plutôt marche arrière au lieu d'avancer. Donc le principe d'abord, c'est de stabiliser la prothèse mandibulaire, toujours dans le cadre du conditionnement. Ensuite, rompre avec les rapports d'occlusion erronés et expliquer, bien sûr, toutes ces étapes aux patients et expliquer l'implication dans l'assiduité du port de la prothèse parce que à côté, parallèlement, de toutes les manières, on va reprendre une nouvelle prothèse, mais on doit lui préparer l'assise. Et là, remarquez le premier jour, l'état initial au niveau du fond du vestibule, l'hyperémie, l'ulcération, et puis là, à ce stade, la réduction de l'hyperémie. Mon but, justement, n'était pas de réduire l'hyperplasie, mais de me préparer pour la chirurgie et pour la conception prothétique pour que par la suite, justement, je puisse réaliser une prothèse qui soit stable avec une assise correcte et assainie. Autre situation, là, c'est une patiente âgée de 67 ans qui consulte pour des douleurs du côté gauche. La patiente, elle a cette prothèse en bouche avec des antécédents arthrosiques. L'examen de la prothèse, encore une fois, je sais que naturellement, peut-être que d'autres, là, c'est la spécialité qui parle. Et donc, peut-être que d'autres, je mets de côté cette prothèse. Mais croyez-moi, moi, je pars du fait que je peux utiliser tout type de prothèse tant que ça me permet d'assainir le terrain. Donc, on a une latérodéviation. Et puis, la désinsertion ou la perte de la dent prothétique, c'était pas par hasard. Parce que, rappelez-vous, la patiente, elle se plaint de douleur du côté gauche. Et puis, là, du côté droit, nous avons un condyle qui est plus ou moins correct. Par contre, du côté gauche, remarquez l'aspect du condyle dû à l'atteinte arthrosique et l'explication de la douleur, justement, dont décrit la patiente, c'est ce qu'elle ressent. Là, c'est sur une présentation schématique ou une vidéo qui représente ce que peut ressentir le patient dans le cadre d'une atteinte arthrosique. Donc, le but, c'est d'abord, on est d'accord encore une fois qu'on va concevoir une prothèse complète bimaxillaire. Mais je dois préparer le terrain. La patiente, elle souffre de rhumatisme articulaire. Elle est sous traitement. A une compression, a une atteinte du côté gauche. Donc, ce que je vais faire, encore une fois, je vais essayer de réduire cette compression au niveau de l'ATM gauche. D'accord? Donc, إذا كان على البروتيز je l'ai toujours dit, نجم ناخذ أي واحد ماهوش du domaine dentaire, نحطه بحذايا نعلمه كيفاش يعملها في 3 أيام تو يعملها. Mais c'est le cadre général, c'est l'intégration même de la prothèse, c'est la spécificité de chaque patient qui fait que un traitement par prothèse complète réussit ou pas. Donc, je vais caler. Certes, elle ne va pas l'utiliser pour la mastication, mais du moins à la déglutition et lors des 24 heures. Donc, on a un calage qui va justement réduire la compression au niveau du condyle gauche d'une part. D'autre part, ça va permettre de restituer l'équilibre entre abaisseur et élévateur. Et puis, d'un autre côté, chez le denté, c'est une présentation schématique. Ce que vous voyez, la zone E, parce qu'il y aura 3 diapos. Donc, chez le denté, nous avons presque un arc de cercle, disons uniforme, sur le sommet du condyle. Chez les dentés, on aura réduction de la zone E,
qui est confirmé radiologiquement. Et puis, quand il est réhabilité sur le plan prothétique par de la prothèse conventionnelle ou implantaire, le tout va être plus ou moins restitué. Et c'est ce qu'on avait adopté pour notre patiente, lui permettant des mouvements libres en latéralité comme en propulsion. Allant vers les options plus ou moins avancées implantaires, évidemment, nous avons soit le All-on-4, le All-on-6, le All-on-X, ou kiff au niveau maxillaire ou la mandibulaire. Le SMIG, évidemment, c'est l'apaxie, donc 2 implants parasymphysaires, et plus ou moins certains optent aussi pour ce qu'on appelle les implants monophasiques compressifs du type boule, ou encore là je vous épargne les détails du choix implantaire, la mini implant, tout ce que vous voulez, un seul temps, 2 temps, mais pour partir vers le principe de la prothèse implantoportée, dont le point de départ c'est le projet prothétique conventionnel. Donc, un passage impératif par la prothèse conventionnelle pour par la suite passer vers l'alternative implantaire. Justement, pour la chirurgie implantaire, elle doit être étudiée et basée sur un projet prothétique. Et pour la suite, il doit être en adéquation avec les principes de prothèse complète. Pour aller plus loin, on peut parler aussi des outils numériques, notamment l'analyse et la réalisation chirurgicale d'une reconstruction prothétique réussie. On peut parler du fixe comme de l'amovible, du fixe avec ou sans fausse gencive. Là, nous avons toute une panoplie de plans de traitement. L'essentiel, c'est de planifier son plan de traitement, sa conception prothétique, mais également, parfois, le workflow, il peut être partagé soit entre médecins dentistes et prothésistes dentaires, ou parfois même, il y a des cabinets qui sont équipés par le numérique entre guillemets pour assurer ou prévoir le projet prothétique, le guide radiologique, le guide chirurgical et son impression. Et là, vous l'avez compris, il faut s'équiper de tout le matériel nécessaire, mais sinon la communication avec un laboratoire en externe. Tout ça pour vous dire quoi? Que c'est votre prothèse conventionnelle qui sera votre plan de départ, votre point de départ, et qui va être scanné par la suite et utilisé dans un projet prothétique numérique et pourquoi pas dans un projet implantaire aussi réalisé selon le flux numérique et inséré en bouche. Excusez-moi pour le dépassement de temps, j'ai essayé de faire vite et je vous remercie pour votre attention. Merci.